Bonjour mesdames et messieurs. Il est 14h30, donc je vous propose que nous commencions et les derniers arrivants nous rejoindront en cours de route. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle édition de ProDurable, placée sous le signe de la valeur. Alors la valeur, dans cet atelier, on a choisi de l'aborder sous l'angle de l'humain et des compétences qui sont nécessaires aux entreprises qui souhaitent créer durablement de la valeur dite partagée. Alors j'emploie volontairement ce terme de valeur partagée parce qu'en 2011, à ProDurable, on en entendait déjà beaucoup parler après la publication des travaux de Porter sur la CSV, pour ceux qui s'en souviennent, pour Creating Shared Value. Et finalement, à l'époque, il était déjà question de sortir un peu du cadre normatif de la RSE pour questionner l'utilité sociétale des entreprises à travers leur modèle d'affaires. Et voilà, force est de constater aujourd'hui que ces notions sont de moins en moins conceptuelles et surtout de plus en plus au cœur des réflexions sur les compétences nécessaires des dirigeants et des salariés dans les entreprises pour accompagner ces transformations. Je m'appelle Mathilde et je dirige le pôle formation du cabinet des enjeux et des hommes, qui est un acteur pure player de la RSE depuis 20 ans et qui allie conseil et formation dans l'accompagnement de ses clients dans la transition écologique et sociale. Alors, en matière de formation, nous œuvrons aux côtés des directions RSE et des directions des ressources humaines pour bâtir des plans de développement de compétences des collaborateurs au service des ambitions de développement durable de leur entreprise. Donc ça passe à la fois par de l'acculturation du plus grand nombre aux grands enjeux sociétaux, mais aussi la formation de ceux qui définissent et mettent en œuvre la stratégie RSE. Donc là, on parle plutôt des dirigeants, des directions RSE et de leur réseau de correspondants. Nous formons les métiers pour intégrer complètement la RSE dans les pratiques professionnelles au quotidien, qu'on soit acheteur, financier, marketeur, communicant, RH, etc. Et puis des formations à destination de ceux qu'on appelle les spécialistes qui conduisent des projets un peu pointus en lien avec des sujets RSE comme de la labellisation, par exemple. Alors, pour pouvoir aborder ces sujets de manière concrète et partager avec vous quelques retours d'expérience, je suis entourée de plusieurs intervenantes. Voilà. Donc Marion Emy, qui est responsable développement de la formation et consultante formatrice senior chez des enjeux et des hommes. Bonjour à tous et à toutes. Accompagnée donc de deux clientes que je remercie vivement d'avoir accepté de venir témoigner avec nous des projets qu'on a menés ensemble cette année. Élise-Marie Bonfils, qui est directrice juridique et RSE au sein d'Action Logement Service. Et Élodie Sokol, qui est chef de projet pédagogique RSE au sein du groupe Société Générale. Voilà, merci vraiment d'être là. Promis, je vous laisse la parole dans 5 minutes. Donc, nous avons choisi d'orienter notre atelier sur la cible des managers et des métiers. Et je souhaitais commencer par partager quelques tendances qu'on observe en tant qu'organisme de formation. Donc, par exemple, chez EEH, en 2023, 40% des personnes, des 4000 et quelques personnes que nous avons formées en présentiel, l'ont été sur des formations métiers. Et cette proportion, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'en l'espace de 2 ans, elle a doublé. Donc ça, c'est pour le côté formation métier. Et puis, pour les managers, là, rien qu'en 2024, on est déjà à un peu plus de 700 managers formés sur les sujets de la RSE et du management responsable. Donc, ces chiffres, on les suit parce que, pour nous, ils nous donnent des indications sur la maturité RSE des entreprises et surtout sur la place qu'occupe la formation aujourd'hui dans la mobilisation des équipes. Plus les entreprises cherchent à joindre en fait leurs objectifs en matière de développement durable avec une meilleure performance extra-financière, plus elles vont avoir recours
à des plans de formation massifs qui vont toucher le plus grand nombre, mais en s'appuyant sur des cibles clés. Parmi ces cibles clés, il y a évidemment les dirigeants à qui il s'agit d'apporter une vision transverse et prospective des enjeux, parce qu'ils fixent le cap, parce qu'ils vont réfléchir à la stratégie. Mais la stratégie, bien souvent, ça peut rester qu'une intention si derrière, les métiers ne vont pas intégrer dans leur quotidien professionnel, dans leurs compétences historiques, les priorités RSE de l'entreprise. Vous voulez par exemple faire évoluer la ligne d'offres. Si vous embarquez pas à la fois les acheteurs, la R&D, le market, la com, voire même les forces commerciales, il y aura peu d'impact à cette stratégie de réduction de l'empreinte environnementale de l'offre. Et la troisième cible qui est particulièrement stratégique, c'est la ligne managériale. Les managers, ils ont l'avantage d'avoir une double casquette. Ils ont à la fois la casquette de leur métier et la responsabilité de faire vivre ce sujet à l'échelle des équipes, de les animer, d'en faire une thématique du jour le jour, de la réunion du lundi. C'est prioriser, c'est objectiver ses collaborateurs, c'est suivre et piloter des KPIs RSE à l'échelle du terrain. Donc, on reviendra là-dessus parce que je pense que le cas ALS, justement, s'appuie bien sur ces trois types de cibles pour atteindre les objectifs du projet. Il y a un autre enseignement qu'on tire des projets sur lesquels nous sommes sollicités en tant qu'organisme de formation. C'est que souvent, les entreprises, quand elles démarrent un projet de formation, elles entrent par la petite porte de l'ingénierie pédagogique. Voilà. Se disent, allez, banco, c'est une formation dont on a besoin, voilà ce qu'on voudrait voir dans le programme et on y va. Alors que c'est vrai qu'on constate que les projets de formation qui sont les plus transformatifs, ils commencent plutôt par un directeur RSE, une direction de formation, une ou plusieurs directions métiers qui se mettent autour de la table et qui vont réfléchir aux grands besoins de changement de leur organisation, les freins qui sont associés, les grands projets transformatifs qu'ils doivent mener au sein de leur entreprise. Donc là, nous, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie du changement au niveau macro. C'est la grande porte. Et donc ça, c'est quelque chose qui effectivement a été expérimenté aussi avec Société Générale. Donc les grands défis auxquels sont confrontées les entreprises, ça peut être de différents ordres. C'est je veux atteindre la neutralité carbone parce que j'ai une stratégie climat et que j'ai un objectif à horizon 2050. C'est je veux améliorer, accélérer l'engagement des équipes dans la performance extra-financière dans le cadre de la CSRD. Je veux accélérer l'évolution de mon offre et l'évolution de mon modèle d'affaires. Voilà. Quels sont les grands objectifs de changement que je poursuis? Et là, la question se pose, est-ce que la formation est le bon levier? Est-ce que c'est le seul levier? Est-ce que c'est le bon moment pour actionner ce levier? Ça, c'est des questions à se poser à ce stade-là. Et il faut savoir aussi, potentiellement, renoncer à ce moment-là et se dire, OK, en fait, j'ai besoin d'abord d'accompagnement, d'un diagnostic, de renforcer ma feuille de route, ma strat, et ensuite, peut-être, il sera temps de la formation, ou peut-être que j'ai besoin d'articuler les deux. En tout cas, il faut se poser la question. Parce qu'il n'y a pas plus inefficace, pour le coup, qu'une formation si derrière, voilà, les process, la stratégie, la vision ne sont pas déjà un peu formalisés. En tout cas, pour les métiers, ça, c'est indispensable. Une fois que ça s'est posé, on va pouvoir passer au cran 2, qui est l'ingénierie de formation, qu'on distingue de l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie de formation, c'est, OK, maintenant qu'on sait quels sont les grands changements qu'on veut opérer, de quelles compétences on a besoin? Où sont situées ces compétences? Quels sont les métiers qui sont prioritaires à former? On va aussi réfléchir à ce moment-là aux modalités qui seront les plus efficaces pour déployer la formation, synchrone, asynchrone, digital, pas digital, le contexte culturel, l'entreprise, les implantations, tout ça va rentrer en considération. Et puis, on peut aussi se dire, OK, je fais une formation, mais je voudrais vraiment ancrer un changement dans la durée. Donc, je vais peut-être combiner cette action de formation avec du tutorat individuel ou de l'accompagnement des équipes pour ancrer de nouvelles pratiques dans le temps et pas seulement à l'instant T de la formation. Et en dernier lieu, on passe à l'ingénierie pédagogique où là, on va rentrer module par module sur le séquençage, les études de cas pratiques
qui vont venir introduire la situation de travail dans la formation. Là, ce sera le moment de le faire. Donc pour que ces différentes réflexions, ces premières réflexions soient plus concrètes, je vous propose de passer aux 2 retours d'expérience des missions qu'on a menées pour Société Générale et pour Action Logement Service. Marion Émy, c'est à toi. Merci beaucoup Mathilde. De nouveau, bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui nous ont rejoints. Je vais commencer par un retour d'expérience avec Société Générale. Et donc, nous avons l'honneur d'accueillir Élodie Sokol, qui est chef de projet pédagogie avec la thématique RSE. Élodie, ça fait depuis 2 ans, environ 2 ans qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu pourrais me décrire l'ambition du projet de Société Générale avec lequel on a travaillé? Vous pouvez voir la slide ci-dessus. Et les grandes lignes de ton dispositif de formation. Alors oui, bonjour à tous. Alors avant de rentrer peut-être dans le détail de ce programme, ce que je tiens à préciser, c'est que le groupe Société Générale est quand même un groupe très grand. Et le projet dont on va vous parler concerne plus précisément ce qu'on appelle la banque de détail. Il y a une certaine population que je vais vous détailler après. La banque de détail, j'arrête le jargon, c'est les agences, la vitrine que vous voyez au quotidien dans les différentes villes et territoires de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque de détail s'inscrit naturellement dans l'ambition RSE du groupe Société Générale, qui est d'accompagner ses clients et ses territoires dans la transition écologique. Et pour cela, elle s'appuie notamment sur une offre de produits de financement, un écosystème de partenaires. Mais bien sûr, au cœur, ce n'est pas que des produits, ce n'est pas que des partenaires. On a, le cœur du projet, ce sont nos collaborateurs et notamment, je dirais, tous nos commerciaux. Alors, on n'appelle pas ça en interne toujours des commerciaux, on est plutôt dans des conseillers de clientèle ou des chargés d'affaires entreprises, plus exactement, et leurs managers. Et effectivement, ils sont au cœur de ce dispositif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le projet dont je vous parle, tu l'as dit, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Nous, on l'a mûri en interne déjà courant 2022. Et il y a eu un sondage qui a été effectué auprès de nos collaborateurs, et notamment ces chargés d'affaires et leurs managers, ces chargés d'affaires qui accompagnent plus précisément les PME et ETI. Et ce qui est remonté au travers de ce sondage, c'est le besoin de gagner, je dirais, en aisance sur les sujets environnementaux et sociaux qui sont des sujets, on peut se le dire, complexes. Et de ce besoin, de ce sondage, est né ce programme de formation. Je préfère parler d'un programme de formation, puisque là, je vais vous le détailler en plus, mais effectivement, il a impacté, je dirais, toute une filière et plus de 1000 collaborateurs. Et l'enjeu de ce programme, on l'a dit, je vous ai parlé d'aisance, savoir parler de sujets RSE, savoir en parler avec ses clients. Donc l'enjeu principal de ce programme, et auquel on a articulé en fait autour de 2 axes, c'est une question qu'on s'est posée longuement, c'est les connaissances théoriques. Pourquoi j'ai besoin des connaissances théoriques? Pour avoir le bon niveau de dialogue avec son client, savoir parler d'un sujet qui est, comme je le disais, complexe. Mais un conseiller, un chargé d'affaires, on ne lui demande pas d'être un expert du sujet RSE. Et puis aussi d'avoir la bonne posture avec sa gamme de clientèle pour savoir initier un dialogue stratégique en premier lieu avec ses clients. Merci. Et justement, en termes d'ingénierie de formation, qu'est-ce qui a guidé ton choix au niveau de modules et, comme tu le dis, au niveau du programme? Au niveau du programme. Alors, ce qui a guidé notre choix, et je reviendrai plus tard parce que je ne suis pas toute seule, on était une équipe pluridisciplinaire, et tu l'as dit, Mathilde, effectivement, même si je spoil ma conclusion, mais je préfère quand même le dire dès maintenant au final, ce programme, ce qui a fonctionné, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que dans cette équipe pluridisciplinaire, effectivement, on avait des membres de la direction RSE, des membres de la direction business, du métier, qui accompagnent l'animation de ces chargés d'affaires. Et puis, il y avait une équipe, effectivement, plutôt de nous, on va dire, de chefs de projet pédagogique, donc de formation. Donc ça, c'est une des premières clés. Et ce programme, pour en revenir à ta question, je dirais qu'il repose sur 4 principes. Il y a un premier principe qui est vraiment lié au déploiement, et on a choisi un déploiement qu'on va pouvoir appeler en cascade, avec 3 vagues, et qui a embarqué du top management
aux chargés d'affaires, effectivement, à nos fameux chargés d'affaires, hein, donc conseillers clientèle, en embarquant, alors là, vous avez un terme directeur clientèle commerciale, en interne, on appelle ça des DCC, mais ce sont les managers de proximité, qui ont la double casquette, qui sont en relation avec des clients et qui animent une équipe de chargés d'affaires entreprises. Donc on voit qu'ils sont au cœur du dispositif. Le deuxième principe, je vous ai parlé de ce déploiement en cascade en 3 vagues. Alors là, on a l'impression qu'il est linéaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, ce programme était important pour qu'il favorise le passage à l'action. Tout de suite, l'expérimentation et le passage à l'action. Qu'on sorte de formation et que des actions puissent être testées, mises en œuvre. Et pour cela, le programme qu'on a conçu avec des enjeux et des hommes, je vais faire un petit focus sur nos DCC et chargés d'affaires. En fait, le parcours de formation des DCC était en 2 temps. Ils avaient 1 jour et demi en présentiel et 6 à 8 semaines plus tard, une demi-journée de classe virtuelle à distance. Et entre les deux, on a intercalé la formation de leurs équipes. Donc ça, c'est ouais. C'est un beau parcours, effectivement, ouais. Ça permettait d'étaler et de permettre justement d'apprécier et de s'enrichir en fait pendant le temps. Voilà. De s'enrichir, et surtout, il y a 2 autres principes quand même sur la pédagogie. Je t'ai donné que la moitié de ma réponse, mais je vais faire plus bref, je le sens. Il fallait effectivement aussi, on a choisi un format alors, pour les professionnels de la formation qu'on appelle blended, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois du présentiel, avec effectivement, pour nous, c'était important d'avoir des experts de la formation, mais aussi des experts de leur thématique RSE, et qui sachent introduire le volet comportemental, parce qu'on est aussi dans une question de posture. Et ça, c'était hyper important pour notre programme. Il y avait des activités aussi asynchrones. On l'a vu en plus pour mettre à niveau les connaissances théoriques et pour ancrer les connaissances. Et le dernier point, pour conclure, j'avais dit 4, c'est pour ça. Le dernier point, c'est aussi, je dirais, dans le contenu de la formation et les modalités pédagogiques que vous nous avez proposées. Et ce qui était important, c'est qu'on les a faites au plus proche de la réalité de nos équipes sur le terrain, avec des cas pratiques, des mises en situation. Et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Vous avez là toute une liste de ressources que vous voyez sur la slide. Et en fait, ces ressources ne sont pas des ressources de formation. On les a voulu ancrés dans le quotidien des collaborateurs afin que les collaborateurs puissent les réutiliser une fois qu'ils reviennent dans leur quotidien opérationnel pour préparer leurs rendez-vous, pour échanger avec leurs clients. Justement, quelles étaient ces compétences que vous souhaitiez développer? Alors, les compétences, je te l'ai dit, l'enjeu était vaste, c'est avoir... En fait, l'enjeu important était quand même pour nos équipes de se sentir légitimes d'initier un dialogue RSE avec leurs clients. Donc, double enjeu de savoir-être et de savoir-faire. Donc, effectivement, il y a le côté comment je me sens légitime, et je vais le dire tel qu'on l'a formulé, en tant que banquier, pour initier ce dialogue avec mes clients. Donc, besoin de ces compétences techniques. Et puis, nos conseillers, nos équipes, bien sûr, elles savent préparer un entretien, c'est leur job. Elles savent parler avec leurs clients, c'est la nature de leur job. Mais comment faire pour l'enjeu était de les aider à préparer la dimension qu'on va appeler RSE de leur entretien, comment leur donner les outils pour évaluer la maturité RSE de leurs clients. Je vous ai dit, des clients ETI et PME. Donc qui se sentent parfois un peu encore éloignés pour certains de ces sujets-là, et comment ils se sentent assez légitimes pour préparer cet entretien et être autonomes sur ce sujet-là dans un entretien, on va dire, de premier niveau. Et c'est vrai que ça a été extrêmement intéressant en termes d'échange, parce qu'il posait beaucoup de questions sur la partie, alors si j'ai une PME de ce secteur-là, comment est-ce que je peux l'accompagner en matière de RSE? Si j'ai plutôt une ETI, comment est-ce que je vais l'accompagner parce qu'elle a des critères très spécifiques, il y a la CSRD qui arrive, donc comment est-ce que je vais travailler sur ce sujet-là? Et ça a été extrêmement intéressant pendant toutes les animations d'avoir autant d'échanges. Et effectivement, il y a ce début de posture de légitimité qui se posait, mais à la fin, ça foisonnait, on va dire. Ça a foisonné. En plus, vous pouvez l'imaginer, on n'a pas des populations qui adhéraient toutes. Hein, je peux le dire quand même, mais qui sortaient et qui ayant compris les enjeux, se sentaient beaucoup plus impactés.
Et il y a aussi, parce qu'on est au cœur de la conférence, le troisième objectif, on avait aussi nos managers de proximité qui devaient aussi développer cette capacité à embarquer leurs équipes au quotidien sur ces sujets-là, savoir les alimenter, savoir les challenger. Et ça aussi, il y avait cette double posture, effectivement, aussi pour les managers de proximité. Et justement, comment est-ce que vous l'avez abordé au niveau de la Société Générale Alors, pour ce programme-là, comment on l'a abordé? Alors, on l'a vu, hein, le fameux DCC, il est quand même pivot dans ce dispositif. Et je dirais qu'au travers du programme, pour moi, il y a 2 éléments clés pour favoriser cet engagement, ce passage à l'action. Il y a le fait, comme je vous l'ai dit avant, qu'on ait intercalé la formation de leurs équipes entre leurs 2 temps de formation. Et puis surtout, pourquoi on a fait ces 2 temps de formation? Et Mathilde pourra en témoigner parce que je sais qu'elle a animé pas mal de formations avec nos DCC, c'est qu'à la fin de leur 1 jour et demi, ils devaient avoir pris 2 engagements, 2 actions à mettre en place. Une première action tournée vers les clients, une deuxième action tournée vers leurs équipes, qu'ils devaient expérimenter. Je vous l'ai dit, on n'a pas fait une formation pour faire la formation, on voulait qu'ils passent à l'action, qu'ils s'engagent, qu'ils appliquent les connaissances acquises. Et du coup, ils avaient 6 à 8 semaines pour mettre en place ces 2 engagements. Et ils revenaient dans leur classe virtuelle, qui était quand même construite aux 2/3 sous une forme de co-développement, avec ce partage et ces retours d'expérience, où ils témoignaient de ce qui a bien marché, pour inspirer, et puis ce qui a bien sûr bien moins marché, voire des échecs, et comment s'améliorer ensemble, collectivement, sur ces sujets-là. Et puis le fameux effet entraînement entre pairs, hein, on va se le dire. Si mon copain a réussi à le faire, ça marche, ça m'inspire, et je passe à l'action. C'est vrai qu'il y avait plein d'idées de mettre au point hebdo, par exemple, à chaque semaine, ce point RSE. C'était également de se dire comment je vais accompagner, par exemple, justement mon chargé d'affaires sur ce sujet-là. Il y a vraiment eu plein d'idées qui ont émané et qui ont permis de justement développer un peu ce sujet RSE. Et qu'est-ce qui a fonctionné et surtout aussi également, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet ? Alors, si tu le permets, au-delà de parler, c'est pas que je ne veuille pas parler des difficultés, mais j'ai plutôt envie de vous parler de challenges et de défis à relever. Le premier défi, alors l'air de rien pour nous, c'était lié à l'ampleur du projet, c'est-à-dire qu'on avait plus de 1000 collaborateurs à former sur une durée de 6 à 8 mois. En retirant les vacances scolaires, mais vous imaginez bien que on est dans ce type aussi de mécanique. Donc c'était l'ampleur du sujet et la matière. C'était que notre enjeu, effectivement, c'est que les collaborateurs se sentent assez légitimes pour parler de RSE, pour avoir la bonne posture. Et ça, c'était vraiment, je dirais, la difficulté liée à la matière à traiter, qui peut paraître complexe et qui peut faire peur. Et ce que je tiens à préciser, c'est que pour relever ce défi, tout à l'heure j'ai un petit peu spoilé, on a dit effectivement, on peut se dire, on a été une équipe pluridisciplinaire, c'est vrai. On a travaillé aussi, tu l'as dit Mathilde, on vous a travaillé avec des enjeux et des hommes, sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres responsable, je tiens quand même à le préciser, mais aussi parce que, en tout cas, parce que vous travaillez depuis 20 ans sur ces sujets, vous accompagnez les entreprises. Depuis plus de 20 ans, c'est quand même sur ces sujets-là, et c'était important pour nous. Et surtout, vous avez aussi, je dirais pour surmonter ça, on en parlait juste avant, proposé, on en revient peut-être à nos modalités pédagogiques. Je rappelle qu'on parle de commerciaux et de managers, donc des gens qui sont dans l'action. Et en fait, vous avez proposé des modalités pédagogiques, et il y en a toujours une qui m'a énormément marquée, c'est les fameux PULS. Effectivement, on avait toute une séquence sur 13 réglementations. On voit beaucoup de fois, c'est des exposés sur les 13 réglementations du top-down. Et là, vous avez su nous proposer une modalité pédagogique qui avait, je dirais, un double rôle, c'est-à-dire qu'elle mettait les collaborateurs en action pendant la formation, et surtout après, c'est quelque chose qu'elle retrouvait dans leurs ressources. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait faire le jeu, mais ça c'était hyper important pour nous dans la réussite. J'avais plein de notes, mais je dois aussi vous dire la petite phrase, parce qu'à l'origine, je devais intervenir avec Pierre le commandeur, qui est responsable RSE, et surtout dans les succès, et ce qui a marqué Pierre, ce qui était important, et je prends mes lunettes pour vous le lire,
Du coup, c'est quand même notre sponsor aussi qui le dit. Et en fait, ce qu'il nous a dit, c'est que ce qu'il a le plus marqué, c'est l'impact de ce projet. Et aussi, il faut savoir, tu peux en témoigner, Mathilde, pour nous, c'était important. Un projet de formation, c'est pas « je suis content, j'ai passé 2 jours avec mes collègues, c'était chouette et j'ai appris plein de trucs ». L'ambition de notre programme, c'était comment je l'applique derrière. Et ça, c'est vraiment... et on challenge nos sponsors sur l'impact que peut avoir ce programme. Et en tout cas, ce qu'il a dit, c'est en termes d'impact, il y en a un qui l'a vu, et ce qu'il s'est dit, c'est en formant plus de nos collaborateurs, nous contribuons à la transition écologique de nos clients partout en France. Et c'est une conviction qui porte et qui a contribué fortement à la réussite de ce projet qui continue. Merci. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot, Mathilde ? Par rapport à la continuité que tu évoques, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dès l'origine du projet, vous aviez aussi imaginé l'étape d'après, c'est-à-dire que là, on est en train encore de déployer en fait un module 2, 1 an après la première vague. Donc le fait de réinscrire un temps de formation dédié sur ces sujets-là, de venir réactualiser des connaissances et surtout leur faire coucou, qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis l'année dernière concrètement, et de revenir à nouveau sur des choses qui ont été déployées, ça vient à nouveau ancrer le changement dans la durée. Je trouve ça intéressant. Merci à toutes les deux. Maintenant, nous allons passer donc, du coup, au second retour d'expérience avec Élise-Marie Bonfils, donc, du coup, qui est directrice juridique et RSE, donc, du coup, d'Action Logement Service. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de l'activité déjà d'Action Logement Service, qu'on va nommer ALS pendant toute l'expérience? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Merci Marie-Mamie pour m'avoir invité toutes les deux et pour cette possibilité de témoignage. Donc Action Logement Service, peut-être certains d'entre vous connaissent d'ailleurs, c'est le 1% patronal. Donc c'est une société privée qui collecte maintenant c'est plus 1%, mais 0,45% de la masse salariale au bénéfice du soutien du logement et en faveur du lien emploi-logement dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc Action Logement Service, c'est une société de financement, un peu moins connue que la Société Générale, finalement, dans le secteur financier, mais qui gère des encours malgré tout, et qui émet sur les marchés obligataires pour soutenir la politique publique du logement en France. Et c'est une société privée, je le redis, une société commerciale. Et quels sont les enjeux d'ALS ? Alors, les enjeux d'ALS, ils sont multiples, puisque au-delà de cette spécificité, Action Logement Service est aussi une société détenue par... une gouvernance paritaire, par le paritarisme. Donc d'un côté, les organisations patronales et de l'autre côté, les organisations d'employés, de salariés. Et donc, par voie de conséquence, un écosystème très particulier où nous devons faire comprendre à la fois ce que nous recevons en collecte et la façon dont nous abondons le secteur du logement social et du logement intermédiaire notamment, et la façon dont nous employons ces fonds au bénéfice des salariés. Par voie de conséquence, un des enjeux principaux, c'est de faire comprendre les nombreuses couches de réglementation, au premier rang desquelles, c'est la raison de ma présence aujourd'hui, la CSRD. Et pour finir là-dessus, en fait, à l'inverse peut-être de la Société Générale, moi j'ai d'abord la casquette de directrice juridique et j'ai assez rapidement vu, c'est-à-dire 2019-2020, l'impact de la CSRD sur l'organisation d'Action Logement Service et sur les enjeux de compréhension par la chaîne humaine de cet impact. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu es venu nous voir justement pour former ton COMEX élargi d'ailleurs, donc du coup à la CSRD, aux enjeux de durabilité en global? Bien sûr. Comme je viens de le dire, la CSRD, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, c'est un enjeu qui me préoccupe et qui nous préoccupe depuis quelques mois/années. Et je ne sais pas comment c'est pour vous et chez vous, mais faire comprendre la CSRD de manière hors sol, comme on disait à une époque, c'est un petit peu compliqué. La CSRD, elle s'inscrit dans une trajectoire. Par voie de conséquence, quoi de mieux qu'une sensibilisation puis une action profonde et transformative de formation auprès de certains relais pour ensuite pouvoir embarquer toute l'entreprise sur un point de données, une chaîne de valeur, que des mots assez sympas, mais qui finalement résonnent assez peu dans notre quotidien. Est-ce que tu peux nous donner en fait justement ces différentes étapes qui a commencé par une formation, parce qu'après on a fait du mentorat et ensuite on a fait derrière une mission de conseil, voilà, juste. Bien sûr, effectivement, à l'origine, je suis venue avec l'intuition que la CSRD en tant que telle, ça ne suffirait pas pour
être très sexy dans les COMEX. Non pas que je cherchais à être sexy, mais je cherchais quand même à être entendue. Et donc, j'ai proposé un parcours de formation et de transformation du COMEX sur ces sujets. Donc, nous avons commencé en début d'année par un séminaire avec l'idée d'une trajectoire. Cette fameuse trajectoire que je pense nous retrouvons dans beaucoup d'entreprises. Et cette trajectoire, elle disait quoi? Elle disait, nous nous réunissons pendant 2 jours tous ensemble, donc COMEX et finalement, on va dire CODIR élargi. Nous réfléchissons aux impacts de la CSRD et plus largement, nous réfléchissons aux transformations que cela implique dans l'organisation. Je n'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit que c'est ce que nous avions fait. Donc, suite à ça, effectivement, nous avons identifié des relais. Elodie l'a dit, tout le monde... C'est bien naturel, l'humain est ainsi fait, tout le monde n'a pas la même aspiration au changement, tout le monde n'a pas la même conception de départ et il ne s'agit pas d'empiéter sur les conceptions personnelles des uns et des autres. C'est d'ailleurs une des difficultés, je trouve, de ces sujets. Il y a le professionnel et il y a les convictions de chacun qu'il faut respecter. Et donc, quoi de mieux qu'un mentorat, et je te remercie de ne pas avoir dit mentoring, quoi de mieux qu'un mentorat individuel, c'est-à-dire d'identifier des relais. Donc, on commence par le COMEX et puis après, on voit avec qui on continue au-delà, pour finalement un accompagnement individuel. Donc là-dessus, des enjeux et des hommes, effectivement, comme vous l'avez dit, Elodie, a eu une approche très spécifique et que je n'ai pas retrouvée dans les autres, non pas que je fasse du placement de produits d'ailleurs, mais je ne l'ai pas retrouvée dans les autres propositions que j'ai pu avoir commercial au moment où j'ai fait mon appel d'offres. Donc le mentorat, c'est un élément essentiel parce que finalement, vous lâchez prise en tant que membre du COMEX ou directeur RSE, etc. Et vous offrez la possibilité à vos interlocuteurs et néanmoins collègues de passer du temps avec d'autres personnes que vous, une partie prenante tierce, dite de confiance, mais où finalement, il y a une libération de la parole parce qu'on en revient toujours à l'humain. Et justement, après ces mentorats où on a passé du temps avec chaque fonction donc, du coup, du COMEX, que ce soit du DRH, que ce soit de la direction financière, que ce soit donc, du coup, la direction des risques, enfin, toutes les directions globales et achat, bien évidemment, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Il en est ressorti des positions très variées, mais néanmoins un enthousiasme profond. Et la certitude, effectivement, que la CSRD, ce n'était pas un choix imposé par cette folle de directrice juridique, mais finalement une fatalité. Et que, on allait tous vivre avec collectivement, donc pourquoi pas y mettre un petit peu d'énergie collective et de synergie. Par voie de conséquence, après les mentorats, nous avons recréé, non pas en séminaire, mais au sein d'une salle de réunion, donc c'est marrant, c'était pas du tout la même ambiance, cette formation du début d'année. Nous avons travaillé sur la clé de voûte, non pas de la CSRD, mais la clé de voûte de la trajectoire, qui est la feuille de route. Puisqu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la CSRD, je pense que pour accompagner les personnes qui vont devoir s'y coller, la meilleure façon, c'est encore de leur expliquer qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus noble, de plus profond. Et donc le mot est très à la mode aujourd'hui, mais le cadre pourrait se nommer feuille de route. Et c'est d'autant plus que chez Action Logement, il y a différentes entités et Action Logement Service dépend d'un groupe. Et Action Logement Groupe a rédigé 5 ambitions pour le groupe. Donc il apparaissait assez naturel de rédiger une feuille de route qui tienne compte à la fois des préoccupations réglementaires et aussi des préoccupations groupe. Donc à partir du mentorat et de cette nouvelle réunion collective, nous avons identifié des services relais qui ont plus particulièrement travaillé sur leur feuille de route. Donc là, ça dépend de l'organisation de chaque entreprise. Disons que très nativement, la RH et la DSI se sont révélées être 2 directions phares. Et puis évidemment, la direction financière, puisque comme tu le soulignes systématiquement, Marion-Émy, Action Logement Service est assez précurseur, puisque dès le départ, j'ai pu... avec l'appui du directeur financier, convaincre la direction générale qu'il était très opportun d'avoir un contrôle de gestion extra-financier au même titre et avec la même valeur travail que le contrôle de gestion financier. Ce que moi j'appelle le management de la performance, quand vous avez une business unit qui arrive à conjuguer les deux et qui aujourd'hui pilote tous les indicateurs extra-financiers de l'entreprise dans la préfiguration du rapport de durabilité. Si j'ai perdu personne avec ça, c'est incroyable. Bravo. Et je tiens à dire que justement cette année, il y a eu une contrôleuse de gestion ESG qui est arrivée, donc ça en consécration. Et également une autre consécration, c'est que tu as réussi, et moi je trouve ça important de le dire, à mettre une ligne de budget RSE d'hiver dans toutes
dans toutes les BU, en fait, au niveau de toutes les fonctions support. Et donc ça, c'est quand même une grosse réussite à faire sur un an, et ça montre à quel point de commencer par la transformation du COMEX, ça peut justement faire ricocher sur chacune des directions derrière. Oui, en fait, nous avons fait le choix d'une direction RSE extrêmement légère, mais qui irrigue. Pour prendre une image très simple, un arbre, la direction RSE serait le tronc, et chaque direction serait une branche. Donc l'idée, c'est non pas d'avoir une direction RSE qui se staffe au fur et à mesure des enjeux réglementaires ou des enjeux de l'entreprise organisationnelle, mais bien de créer au sein de chaque direction les postes, ou de reconvertir une partie des postes au moins partiellement sur ces enjeux-là, ce qui crée des relais, et avec des personnes qui parlent le langage de la direction, ce qui est toujours plus facile. Et effectivement, le deuxième volet de cette organisation, c'est que chaque direction a désormais une ligne verte dans son budget. Et autre chantier, du coup, suite à ces mentorats, c'était la mission de conseil RH, donc spécial RH-RSE, et également la mission du coup, DSI, numérique responsable. Toi, tu veux que je parle de la maison des rêves? Oui, je veux que tu parles de la maison des rêves. Donc, effectivement, ce qui s'est passé suite à cela, comme vous l'avez compris, c'est que nous avons identifié, et très nativement, comme je le disais, certaines directions se sont révélées plus profondément ancrées dans le mouvement et dans la trajectoire d'une feuille de route, donc notamment la RH et la DSI. Et il est très peu évident de faire comprendre à tous ses collaborateurs en même temps les enjeux auxquels l'entreprise est désormais confrontée. Donc avec Marion et Émile, nous avons travaillé sur des schémas les plus parlants possibles. Et un des schémas qui s'est révélé le plus parlant, c'est de créer une maison, en fait, dans laquelle nous avons inséré les ambitions du groupe dont je parlais tout à l'heure, donc les 5 ambitions. Et vous, en tant que collaborateur de la DSI et ou de la RH, enfin plutôt ou de la RH, où est-ce que vous mettriez vos objectifs personnels dans la maison eu égard aux ambitions? Et nous avons comme ça c'est l'expression de Marion et Émile, donc je la reprends à mon compte, nous avons créé 3 maisons. La maison des 3 petits cochons, souvenez-vous. Et donc la dernière, celle qui est en brique, c'est celle de la maison des rêves. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les collaborateurs ont intuité entre la première maison et la 3e maison les objectifs qui étaient d'ores et déjà réalisables. C'est l'exemple que vous donniez, Elodie, avec je reviens 5 semaines après avec un objectif réalisé. Et ceux que je sais que j'aimerais bien avoir, exemple type, si je finançais ma pré-retraite progressive par mon CET, qui est finalement la 3e maison. Et donc là, on a parlé donc, du coup de début de formation donc, avec le COMEX qu'on a fait en 3 étapes, qui a amené donc, du coup, à des mentorats et qui a amené donc, du coup, à des missions de conseil derrière pour permettre justement cette fameuse feuille de route RSE qu'on va essayer d'inaugurer et mettre en place pour le 26 novembre. Que nous allons réussir. Voilà. Hein. Et il y a également 2 autres, je pense qu'on a aussi travaillé sur les directeurs régionaux, et je pense que ça peut être intéressant de montrer à quel point le fait d'avoir on va dire former le COMEX, ça a permis de former aussi les directeurs régionaux, et je t'en laisse te dire un petit peu mieux, et en parler des ambassadeurs, enfin des référents RSE. Oui, alors selon les entreprises, vous avez une unité géographique ou non, c'est un peu comme les comédies et les drames. Donc là, il n'y a pas d'unité géographique chez nous, donc forcément, c'est tout de suite plus compliqué. Donc une fois que vous êtes sorti du siège, effectivement, vous avez l'enjeu de former aussi, et en même temps, avec cette fameuse fluidité de l'information, les autres collaborateurs. Donc nous avons chez Action Logement Service une organisation par région. Nous avons 13 régions. Donc il convient que les 13 directeurs régionaux aient autant que le COMEX leur formation. Donc par voie de conséquence, nous avons fait le choix, là encore, d'une journée dédiée, puis d'un mentorat dédié, mais pas uniquement dédié au directeur régional ou à la directrice régionale, mais accompagné de 2 référents, dont le référent moyens généraux / sobriété et le référent RSE. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de sa journée de formation dont vous disiez l'une et l'autre, on sort content, mais pas que, nous avons tracé en fait l'information que le directeur régional a apportée à ses équipes à travers un bilan individuel, un mentorat réalisé en présence de son référent RSE. Et donc, ça nous amène au dernier point. Le référent RSE, effectivement, alors j'ai envie de dire, ça peut être n'importe lequel des collaborateurs, mais pas que. C'est un collaborateur qui a manifesté un intérêt pour le sujet et qui va consacrer 10 à 15% de son temps à l'animation des communautés ou de la communauté RSE, donc de la communauté régionale et de la communauté nationale.
Et c'est vrai qu'entre mars et aujourd'hui, parce que notre communauté, elle date de mars, nous avons connu un engouement exceptionnel de la part de ces personnes qui, en fait, mettent la RSE au cœur de leurs valeurs personnelles et au cœur de leurs valeurs professionnelles. Et nous avons, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, réalisé à quel point leur engagement dépassait largement le temps de travail quotidien. Donc finalement, si on revient, là on a en 9 mois, 10 mois, on va dire, réussi à former le COMEX, accompagner donc du coup la DRH, travailler avec les directeurs régionaux, et puis le final c'est aussi de former tous les collaborateurs, et donc c'est 2500 collaborateurs, et finalement pour créer cette fameuse feuille de route RSE sous l'égide bien évidemment avec le travail de la CSRD derrière. Exactement. Et je vais rapidement parce que Mathilde me regarde pour qu'on prenne des questions potentiellement. Ah ok, c'était bravo. Et donc du coup voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus sur justement pour conclure? Oui, en conclusion, je dirais qu'il ne faut pas craindre de se planter parce que c'est une matière complètement molle, nouvelle et qui dépend vraiment de votre organisation, et que la meilleure façon c'est de tenter et de rester droite dans les couloirs. Merci beaucoup Élise-Marie. Est-ce que vous avez des questions dans la salle peut-être par rapport à Société Générale, par rapport à, du coup, à Action Logement Service, à ce qui s'est passé? Oui. Alors, on va en prendre une. Alors j'ai une question par rapport à la Société Générale sur les formations avec l'objectif de passage à l'action. Comment vous avez mesuré le fait que vos clients, justement, il y avait un changement dans ce qu'ils faisaient et il y avait de réels résultats sur votre trajectoire RSE? Alors, je ne vous révélerai pas le résultat. Mais il y a une enquête client. Effectivement, on évalue la satisfaction de nos clients et les équipes nous ont dit la semaine dernière qu'ils avaient noté une hausse considérable du fait que et je ne le dis pas pour vous, voilà, mais ça a été mesuré et les clients ont déclaré un X pourcentage, je vous tairai le nom, mais qu'ils avaient noté effectivement que leurs conseillers, dans leur rendez-vous clientèle, leur parlaient dorénavant du sujet, spontanément du sujet RSE. Alors qu'avant, ils n'en parlaient pas. Mais c'est mesuré dans nos enquêtes de SAT et c'est une question à part entière. Donc, et donc, dans votre objectif, c'était ça que vous alliez chercher, le fait d'avoir cette pédagogie? C'était un objectif qui n'avait pas été formalisé. Nous, après, je rappelle aussi, alors 2022, ça peut paraître proche et loin pour ce type de réflexion, mais il faut imaginer, et je ne veux pas rentrer dans le contexte de l'entreprise, mais voilà, on est toujours une entreprise en transformation continue. La banque de détail était en pleine autre transformation avec une fusion de 2 réseaux. Voilà, ça, c'est des infos. Voilà, donc il faut se remettre dans ce contexte et on est arrivé avec ce projet en plus d'eux à ce moment-là. Donc, effectivement, mais par contre, ça a été mesuré et on voit, je rappelle que ce premier format de formation a fini d'être déployé, on va dire, en mars. Hein. Donc, voilà, on a des premiers résultats. Merci beaucoup. Donc, bravo pour la réussite de vos projets. Est-ce que vous pourriez, en 2 mots, nous brosser, chacune de vous, les résistances que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées, puisque visiblement vous les avez surmontées? Je te laisse, je réfléchis. Je crois que j'y ai un peu répondu, mais je pourrais dire effectivement les résistances, vous en aurez toujours, puisque vous ne pouvez pas toucher, c'est bien normal, à la sphère personnelle, et on est sur un sujet qui est très clivant. Donc, je serais très prétentieuse et forcément très subjective en me disant que tout a été dépassé. Je pense que je serais même inexacte. En revanche, il faut rester factuel et sur le réglementaire, la CSRD, si votre entreprise y est soumise, c'est un levier. Si elle n'y est pas soumise, de toute façon, indirectement, elle sera partie prenante d'une autre entreprise. Donc, bizarrement, le truc compliqué qu'est la CSRD est un bon levier. Et au-delà de ça, le fait que le monde change et que la réputation des entreprises, etc., impacte nécessairement l'ensemble de votre quotidien. Je ne sais pas quelle est votre entreprise, mais la marque employeur, la capacité à recruter, etc. Mais
Mais là, vous êtes en train de développer un argumentaire. Ouais. Quelle résistance vous Ouais. avez rencontrée Exactement. au COMEX, etc. Qu'est-ce qui vous ont... Oui, non, mais je réfléchis en même temps et j'essaye de dire le temps réfléchir. Alors, je vais peut-être, j'espère aussi vous répondre sans faire... En fait, je dirais que la grande force qu'on a eue, c'est qu'on avait, et je reviens dessus parce qu'on ne l'a pas dans tous les projets, souvent en théorie, vous savez, en gestion de projet, on nous dit qu'il faut un sponsor engagé. Et effectivement, on a toujours des super sponsors, mais dans leur vie, ils n'ont pas que ce projet-là. Et là, on a eu vraiment aussi un sponsoring très engagé. Je l'ai dit, de la part en plus d'une équipe on a eu tous les leviers, c'est-à-dire que la RSE avec les équipes commerciales était ce levier. Et peut-être j'ai pas assez insisté aussi. Je dirais qu'il y a aussi comment c'est cette expression d'aller dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. On est quand même passé par le top management, c'est-à-dire que nous on a une organisation, on a des directeurs de région, donc ça a commencé par eux. Et après on a eu les directeurs d'entités. Et en fait on a aussi commencé par les former. Et du coup. Et je dois le dire aussi, quand je parle de formation, moi je reviens sur mon sujet de formation, la résistance, elle était, je vous l'ai dit, il y avait l'environnement de l'entreprise, la résistance de ne pas donner l'impression que le sujet RSE est un sujet en plus d'eux, qu'on empile et qu'on l'intègre dans nos métiers. Et je dirais que dans les vieilles recettes, en fait, la force pour nous, mais c'est lié aussi à notre culturel et l'environnement, et on le voit, ça a été aussi de faire une formation, mais c'est tout bête, mais de revenir à du présentiel. Ça peut paraître tout bête le dire comme ça, une banalité, mais pour nous, ça a été au-delà du contenu, c'est le format, la modalité qui ont fait que on a des collaborateurs, et je me souviens d'un expert du siège qui est venu, je vais plus vite, d'un expert qui est venu observer et qui l'a dit quand même, c'est cette reprise du présentiel avec des experts du sujet. Parce que notre ambition était autour de la posture. Mais la posture, quand on n'a pas une maîtrise vernie d'un socle technique, de comprendre, et Mathilde le sait, des fois c'était la blague, mais on a mis quand même la question, est-ce qu'on dit le ou la RSE ? Parce que aussi on avait cet écart-là. Et c'est sans jugement de valeur quand je le précise, mais c'était se dire, je maîtrise déjà le vocabulaire de base. Et du coup, cette formation en présentiel qui mixait technique et posture, et de donner les bases, et de faire que, je dirais aussi peut-être de faire un sujet complexe, mouvement, d'en faire un sujet technique et quelque part de le démocratiser aussi. Voilà. Merci Élodie, merci à toutes les trois pour ces témoignages. Le flux des salles est assez tendu, pro durable, donc on va devoir libérer. Si vous avez encore des questions, on les prendra avec plaisir au stand 231. Voilà, bon salon.